Merci Jean-François Husson de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu de Meurthe-et-Moselle, vous êtes membre du groupe Les Républicains, rapporteur général du budget. On va longuement parler évidemment des finances publiques puisque le débat a lieu cet après-midi au Sénat. Mais d'abord, on l'a vu dans le journal, après Sciences Po vendredi, c'est donc la Sorbonne qui a été théâtre de manifestations et de rassemblements pro-palestiniens hier, en présence notamment de plusieurs députés de la France Insoumise. Quel regard vous portez sur ces mouvements ? D'abord des regards de condamnation. Je pense que je partage la position de la présidente de région Valérie Pécresse comme du Premier ministre. Je pense que la situation géopolitique mondiale est suffisamment difficile pour ne pas ajouter de la radicalisation sur fond d'antisémitisme. Dimanche, on célébrait le souvenir des déportés. Je peux vous dire que devant les monuments aux morts, y compris évidemment, vous le comprenez, de la communauté israélite, il a beaucoup été question de ces agissements que je condamne avec la plus grande fermeté. En même temps, il faut évidemment être attentif à ne pas laisser se détériorer la situation et d'éviter tout embrasement là où il y a des foyers évidemment de guerre. Mais je crois que nous ne sommes pas là et nous ne rendons pas service à la démocratie ni à la France en agissant de la sorte. Et enfin, je crois qu'on ne doit pas prendre en otage soit les jeunes, soit les universités ou les grandes écoles. Qui le fait, selon vous ? Qu'il y ait, c'est assez clair. En France, la France insoumise est en première ligne. J'ai entendu l'étudiant tout à l'heure. Sciences Po, ça a été une étincelle. Mais qu'est-ce que veut la France insoumise ? Foutre le feu ? C'est inentendable. On a d'autres sujets suffisamment importants à côté pour avoir du débat. Là, on doit être sur des recherches de solutions, évidemment, internationales. La diplomatie doit être au premier rang. Et nous n'avons pas besoin ni d'agitation, ni d'entretenir la violence sous toutes ses formes. Ce que cherche à faire la France insoumise ? Je le pense. Sur l'autre sujet d'actualité, vous l'avez vu dans le journal, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui était donc auditionné hier au Sénat. Patrick Pouyanné qui a confirmé qu'il envisageait de transférer la cotation principale de son groupe à New York et non plus à la Bourse de Paris. Est-ce que c'est une façon de mettre en garde le gouvernement si celui-ci voulait taxer les superprofits ? Ce serait un mauvais signe que de transférer aux États-Unis, ce qui est un fleuron mondial avec, on le sait, une puissance française et européenne. Nous sommes à quelques jours des élections européennes. Chacun revendique la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole, la souveraineté industrielle, la souveraineté énergétique. Enfin, quand va-t-on tirer certaines conclusions et conséquences des dernières années ? Nous avons les gouvernements Hollande et le premier quinquennat d'Emmanuel Macron à tourner le dos à l'énergie nucléaire pour faire un virage à 180 degrés en ce qui concerne le gouvernement, enfin le président de la République et ses gouvernements aujourd'hui, pour revenir sur le nucléaire. On a vu le coût que ça a entraîné et que ça continuera de faire peser sur nos finances publiques et notre capacité d'entreprendre et de soutenir par notre capacité, à produire des énergies et à faire évoluer le dispositif. Je crois que nous devons être aux côtés de ce grand producteur d'énergie pour une raison simple. Posons-nous la question. À qui profiterait cette décision ? Eh bien, certes à des alliés, mais qui sont d'abord et aussi nos principaux concurrents. Si on veut donner une force française et européenne, nous devons être aux côtés de ces grands producteurs. Mais quand le PDG Total dit qu'il n'a pas envie de rendre à l'État français les super profits, comme il l'a fait en 2022, qu'il préfère les garder pour lui, enfin pour le groupe Total, et il dit qu'il explique la nécessité de rémunérer les actionnaires car ils acceptent de prendre les risques quand les prix sont bas. Est-ce que, compte tenu de l'état des finances publiques dont on va parler, ce discours est entendable ? C'est d'abord un discours de chef d'entreprise. Le gouvernement, là aussi, a beaucoup changé de pied. Le gouvernement, le ministre de l'économie et des finances disait lui-même qu'il ne savait pas ce qu'était un super profit. Je pense que nous avons un rapport qui, dès le départ, est déséquilibré et biaisé. Je pense qu'il faut poser les éléments pour regarder de quelle manière les uns et les autres peuvent trouver une voie de convergence, de compromis, parce qu'effectivement, lorsque vous avez, sous une forme finalement de
rattrapage. Le gouvernement qui vient finalement en essayant de revenir sur certaines de ses déclarations par rapport aux énergéticiens et donc à l'absence hier de super profit. Et aujourd'hui, il veut s'attaquer aux rentes, et il le dit clairement, des énergéticiens. Mais écoutez, là aussi, il y a un défaut de cohérence. Donc, de la cohérence dans l'action, dans les propos, et regarder avec ces grands opérateurs quels sont les voies et moyens. Il y a... le groupe Total avait pris des engagements par rapport aux Français sur la limitation du prix des carburants. Il y a certainement des éléments à regarder pour lesquels, à la fois, il faut rémunérer le risque, parce qu'effectivement, c'est important. Sinon, on est dans une économie administrée. Mais je peux vous dire que dans ce cas-là, au regard de la situation économique et budgétaire de la France, on est mal barré. Et justement, on va parler de la question des finances publiques, puisque cet après-midi aura lieu au Sénat le débat sur ce programme de stabilité, alors que les finances publiques se dégradent. Hier, c'est à l'Assemblée que les parlementaires ont débattu. On voit ça avec Alex Foussard. Bonjour Ariane, bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Et Alex, avant les sénateurs, ce sont donc les députés qui ont débattu hier de la trajectoire des finances publiques. Oui, on en parle beaucoup depuis des semaines. Les comptes publics de la France ne sont pas en très bonne posture. Le déficit de l'État en 2023 était de 5,5% de la richesse nationale. La dette publique a dépassé les 100% et la croissance est en berne, 0,9% l'an dernier. Alors dans ce contexte, le gouvernement a prévu des économies supplémentaires. 10 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques en 2024, déjà prises par décret, et 20 milliards d'euros, au moins 20 milliards d'euros de coupes budgétaires en 2025. À droite, les Républicains reprochent au gouvernement de ne pas avoir fait assez d'économies dans les années précédentes. Et vous allez le voir, Bruno Le Maire leur avait préparé une réponse. Vous me voyez surpris de toutes ces professions de vertu budgétaire de la part d'élus qui, de 2020 à 2023, ont été saisis par le démon de la dépense. Je suis venu à ce débat avec les 2500 courriers, tous partis confondus, exigeant de ma part plus de dépenses publiques dans tous les domaines pour une durée toujours plus longue et m'accusant presque de pingrerie. Alors, pour respecter l'objectif de 3% de déficit en 2027, le ministre de l'économie et des finances a détaillé sa feuille de route basée sur la croissance et le plein emploi, sur des réformes de structure comme une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour durcir les règles, et puis sur la baisse des dépenses publiques, car Bruno Le Maire refuse d'augmenter les impôts, il l'a dit, avant les élections européennes et même après. Et dans ce débat, les hausses d'impôts, c'est en tout cas la solution qui est proposée par la gauche pour combler le déficit. Écoutez le député insoumis Éric Coquerel, qui est également rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée. Notre politique en faveur des plus riches détenteurs du capital n'est plus supportable. La question n'est pas en effet d'augmenter les impôts, mais d'arrêter de si mal et si injustement les baisser. Même le chef de l'État est obligé d'admettre que le déficit en 2023 est dû à un manque de recettes et non à une augmentation des dépenses publiques. Ce ne sont pas les travailleurs privés d'emploi qui coûtent trop cher au pays, mais le CAC 40, qui accroît bien plus les dividendes et les richesses d'un tout petit nombre que l'emploi. Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je rectifie. Et d'ailleurs, dans ce débat sur la fiscalité, même le MoDem, qui est un des alliés de Renaissance au sein de la majorité présidentielle, propose des hausses de taxes sur les superprofits de certaines entreprises. Et dans ce débat également, il y a un point sur lequel toutes les oppositions sont unanimes. Elles veulent un budget rectificatif 2024 pour pouvoir débattre et voter sur nos finances publiques. Les Insoumis et le Rassemblement national menacent même le gouvernement d'une motion de censure si ce n'était pas le cas. Écoutez le député RN Jean-Philippe Tanguy. Le groupe Rassemblement national demande qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au Parlement d'ici 30 jours et que la discussion budgétaire arrive à son terme sans 49.3. Chacun votera alors en conscience ou non le budget de la nation. Si au terme de ces 30 jours, le gouvernement persiste à ignorer le Parlement, le groupe Rassemblement national déposera alors une motion de censure. Chaque membre de l'opposition prendra alors ses responsabilités devant les Français. Nous sommes toutes oppositions confondues, majoritaires et capables de faire tomber ce gouvernement.
Et on le rappelle politiquement, à l'Assemblée, ce sont les députés les Républicains qui ont la clé pour qu'une majorité de voix de l'opposition adopte une motion de censure du gouvernement. Et en ce moment, les LR y sont de plus en plus favorables. Jean-François Husson, d'abord un mot sur le constat. Les agences de notation financière n'ont pas dégradé la note de la France. Est-ce que ça veut dire que la trajectoire de réduction des dépenses dessinée par Bruno Le Maire, finalement, est validée ? Ah non, je ne crois pas. Je pense que la situation reste préoccupante et inquiétante. Quand vous avez une dette aujourd'hui qui dépasse les 3100 milliards, il faudrait être à la fois aveugle et faire preuve de légèreté pour ne pas considérer que la situation est particulièrement sérieuse, pour ne pas dire grave. Je n'ai jamais accordé d'importance excessive aux agences de notation. J'accorde une importance principale et majeure à l'avenir de notre pays et notamment à savoir qui va supporter l'effort. Nous avons aujourd'hui une dette qui est une dette financière et budgétaire colossale. Nous avons une dette climatique qui va devoir être supportée par les Français actifs d'aujourd'hui et de demain. Et je ne souhaite pas transmettre aux jeunes générations qui arrivent, aux jeunes actifs d'aujourd'hui, un poids et une dette qui soient excessives. Ça n'est pas responsable, ça n'est pas digne. Moi, je souhaite pouvoir offrir des perspectives à cette jeunesse et à ces actifs d'aujourd'hui, de toute génération bien sûr, parce qu'on a aussi besoin aujourd'hui de plus de travail, de plus de productivité, y compris pour les quinquas et les sexagénaires. Il faut retrouver de la cohérence. C'est ça notre devoir. Un mot, juge Jean-François Husson, sur les chiffres de l'économie, puisque l'INSEE publie ce matin les chiffres de la croissance. Le PIB a progressé de 0,2% au premier trimestre. Pour Bruno Le Maire, la croissance de 0,2% traduit la solidité de l'économie. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Si vous voulez, plus 0,2, enfin, voilà, on va dire que c'est stable. Alors c'est mieux que l'Allemagne parce qu'elle est toujours dans une faible récession. Mais enfin, arrêtons de faire des cocoricots avec de l'eau plate. Ce que fait Bruno Le Maire. Ben écoutez, évidemment, si on était à -2, -3, on aurait de bonnes raisons d'être dans un scénario catastrophe. Mais quand on voit de quelle manière on a déversé de l'argent public, à quelle hauteur, et notamment pour quel niveau de dette, avec des résultats de déficit public catastrophiques. Mais en même temps, il y a eu des crises, la crise énergétique, l'inflation, la crise Covid. Est-ce qu'on pouvait faire des économies avant ? Même les LR demandaient des hausses de dépenses à l'époque. Écoutez, alors, la croissance moyenne sur la période 2019-2023, elle est, dans le bloc européen, 1 point supérieure à la croissance moyenne de la France. Les mêmes circonstances, le même panorama général, géopolitique, etc. C'est tout. Moi, je me compare. Je ne joue pas... C'est quoi, c'est un problème politique chez nous ? Je pense qu'il y a effectivement un problème politique parce qu'on a laissé les vannes trop largement ouvertes. Ici, on a au moins une constance, quand je dis ici, au Sénat. Nous avons dit les choses et nous les avons votées, notamment lors du dernier projet de loi de finances pour 2024. Nous avons proposé au gouvernement 7 milliards d'économies concrètes. Il a rayé ça d'un trait de plume. Le 18 décembre, la loi de programmation des finances publiques est adoptée. 2 mois après, le 18 février, Bruno Le Maire annonce, donc fort du soutien du gouvernement et du président de la République, des coupes sombres de 10 milliards. Mais de qui se moque-t-on ? Et alors justement, dans ce débat sur les baisses de dépenses publiques, car le gouvernement a annoncé pour l'année prochaine au moins 20 milliards de baisses de dépenses publiques, qu'est-ce que les sénateurs, les Républicains, proposent comme baisse de dépenses ? Quelles dépenses faut-il réduire ? Écoutez, aujourd'hui, c'est la brasse coulée. 10 milliards annoncés par décret. Puis, on a une annonce il faut un effort supplémentaire de 10 milliards, pas renseigné. Pas renseigné. On commence où, comment ? Et on annonce pour l'année prochaine, le gouvernement, 20 milliards supplémentaires, toujours pas renseigné. Écoutez, c'est quand même difficile. Et dans le même temps, le gouvernement, il y a eu la réforme des retraites, je rappelle qu'on l'a soutenue, et aujourd'hui, c'est surtout sur la sphère sociale, puisqu'il est annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Écoutez, quand vous n'avez aucun domaine qui est renseigné, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il annonce tout ça, donc c'est le grand flou artistique, et il nous dit « je fais des revues de dépenses », ça c'est plutôt une bonne chose, et donc il faut attendre fin juin. Mais
Enfin, de qui se moque le gouvernement? Fin juin, ça nous amène au moment des Jeux Olympiques, l'été passe et on est au PLF 2025. On aura donc fait une année d'embrouille, de grand flou, pour essayer de passer à travers les mailles du filet. Mais est-ce que cet après-midi, vous allez demander à Bruno Le Maire un projet de loi de finances rectificative avant l'été? Écoutez, en tous les cas, moi, je dénoncerai l'ère des renoncements et des errements de toutes sortes. Dérive de la dette publique, dérive des finances publiques, résultat budgétaire catastrophique en termes de déficit public. La France, à l'heure qu'il est, pour 2024, sera, sauf surprise, le dernier de la classe en termes de déficit public de ses comptes. Sur le constat, on a compris votre analyse, mais sur les propositions, quelles dépenses faut-il réduire? Est-ce que le gouvernement a raison d'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour réduire les règles? Est-ce que c'est là qu'il faut cibler? L'essentiel du déficit vient de l'État. L'essentiel du déficit vient de l'État. L'État, d'ailleurs, qui, dans les dépenses sociales, se sert de l'Unédic pour lui faire les poches, explique aujourd'hui qu'il y aurait besoin d'une énième réforme de l'assurance chômage. Moi qui ai un débat, j'y suis favorable. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, nous avons besoin d'avoir une population en âge de travailler plus productive. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire baisser le chômage. Non pas que par des formations. Beaucoup d'apprentis, est-ce qu'aujourd'hui les bacs plus 5 doivent bénéficier d'autant de soutien du gouvernement, puisque finalement ça permet aussi de maquiller des chiffres de chômage, et en même temps on déplore des pénuries d'emploi dans tous les domaines. Et malheureusement, à tous les âges, qu'on travaille sur la réforme de la formation, pour avoir des formations qualifiantes au long de la vie, ça c'est important parce que ça redonne à la fois de la dignité, ça donne de la perspective et ça crée de la richesse pour le pays. Il faut redonner à tous les Français la fierté de travailler et la fierté de pouvoir changer également de parcours professionnel. Ça redonne des perspectives. Et si on aboutit à ce dispositif, évidemment, vous comprenez que ça fera plus de rentrée d'argent par les cotisations sociales et que donc, ça aura un effet bénéfique. Moi, je me désole de voir la France bonnet d'âne en ce moment en termes de comptes publics. C'est juste au moment où on cherche à continuer à peser au niveau européen, je trouve qu'il y a un grand décalage, un très grand décalage entre le discours de la Sorbonne et ce que je rencontre sur le terrain. Voilà, il y a urgence à agir. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que les Républicains menacent d'une motion de censure, mais il n'y a pas d'acte. Est-ce que les Républicains parlent dans le vide ? Je pense que c'est un sujet important parce que une motion de censure a des conséquences. En tous les cas, peut en avoir. Mais il faut en déposer une ou pas, selon vous ? Est-ce qu'à l'Assemblée, les Républicains doivent en déposer une ou pas ? Je ne suis pas le mieux placé, vous le savez, en tant que sénateur. Moi, je préfère construire. Le problème, c'est que quand on construit, le gouvernement ne vient pas aux côtés du travail que l'on produit. Et je vois bien, en même temps, qu'à l'Assemblée nationale, il y a souvent de la mystification de la part du gouvernement, ce qui ne manque pas d'irriter, évidemment, nos collègues, les Républicains, qui, eux aussi, essaient, proposent, de manière différente parfois, mais ils ne procèdent pas de la même élection. Donc je crois qu'il faut éviter de brouiller le paysage politique en se faisant l'ère des coups tordus et des croche-pieds est vraiment révolue. On a une dette. C'est valable des deux côtés, du gouvernement et des LR ? C'est surtout valable c'est quand même le gouvernement qui est à la manœuvre. Quand je vois, à l'instant, je n'avais pas vu les images, mais Bruno Le Maire brandir un dossier rouge en disant « j'ai 2000 lettres ». Enfin, moi, c'est les comptes de la France qui sont dans le rouge. Ils sont cramoisis. Donc là encore, peut-être un peu de pudeur, de la dignité et se mettre au travail. Merci Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On parlera du baromètre Odoxa et notamment de la montée encore de popularité de Jordan Bardella. Ce sera à suivre dans le club. On va chez vous pour terminer. On va à Nancy. On retrouve Alexandre Poplavski. Bonjour. Merci beaucoup Alexandre d'être avec nous. Rédacteur en chef adjoint à l'Est républicain, au Républicain Lorrain et à Vosges Matin. Alexandre, vous allez revenir sur la visite d'Éric Woerth. C'était hier dans les Vosges. Éric Woerth qui doit remettre d'ici quelques jours son rapport sur la décentralisation.
Effectivement, le député Renaissance de l'Oise doit remettre ce vendredi son rapport sur la décentralisation. Il était ce jeudi dans les Vosges, à la lisière de l'Alsace, pour prendre le pouls auprès des élus locaux. Alors évidemment, on sait, et il l'a dit, qu'il réfléchissait à revoir le financement des collectivités et à revenir au conseiller territorial. Des sujets, sénateur Jean-François Husson, je sais qu'ils ne vous sont pas étrangers. Maintenant, pour revenir à l'échelle du Grand Est, on ne peut pas s'empêcher de penser, quand on parle de décentralisation, de cet irrépressible désir d'Alsace exprimé par de nombreux élus alsaciens. Ma question est donc double. D'abord, soutenez-vous cette forte aspiration et ce lobbying d'élus alsaciens dont la plupart sont issus de votre propre famille politique? Et ma seconde, pourquoi ce silence des élus lorrains sur un sujet aussi crucial pour l'avenir de la région, de la Lorraine et des Lorrains? Bon, il y a deux réponses. D'abord, bonjour Alexandre Poplavski. Sur la volonté de scission de l'Alsace aujourd'hui, et je dirais de la communauté européenne d'Alsace, j'y suis défavorable. Je pense que il n'est pas bon, mais dans aucun endroit du territoire, de vouloir jouer des scissions ou des partitions. Après, c'est quand même aussi la conséquence d'une réforme inaboutie, faite sur un coin de table, qui nous a proposé des très grandes régions sans qu'il y ait de véritable préparation et d'anticipation. Le retour du conseiller territorial, je pense qu'il est actuellement impossible à l'échelle des régions d'aujourd'hui, puisque ça nous ferait des assemblées pléthoriques dans lesquelles, pour lesquelles on ne disposerait d'ailleurs pas de la place suffisante. Moi, je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui de trouver de nouveaux équilibres dans la relation entre l'État et les territoires. Et vous voyez, je vais revenir sur la symbolique du discours tenu jeudi dernier à la Sorbonne sur l'ambition d'une nouvelle étape pour l'Europe du président de la République. Je crois qu'il eût été préférable de venir, par exemple, dans l'Est, sur les traces de Robert Schuman, dans nos territoires, des territoires qui ont été marqués par l'histoire, meurtris par l'histoire. Il suffit de voir aujourd'hui les cimetières militaires, les nécropoles, et ce qui continue de préoccuper nos concitoyens. Je l'ai entendu au long des vœux cette année dans mon département, il y a une préoccupation sur le danger de conflits et de guerres. Eh bien, je crois qu'on a une responsabilité importante en termes de relations internationales, mais également de confiance à rebâtir avec les territoires et en donnant des règles nouvelles, mais des règles sur lesquelles il n'y a pas de perdant dans la relation contractuelle. Je vais être clair, si on transfère des compétences, on n'essaie pas derrière de la strangulation des moyens et des soutiens financiers. Je crois qu'il faut construire un nouvel équilibre pour redonner de l'air, du souffle et des perspectives. Et ce n'est pas en anémiant par les ressources fiscales les territoires qu'on construit cette solution. Et vous le voyez, quand il y a eu la crise sanitaire, le gouvernement a reconnu l'importance de la relation de proximité incarnée par le maire et le préfet dans le département. Eh bien, pourquoi aujourd'hui considérer que les collectivités locales, au premier rang desquelles les communes, seraient finalement un peu des objets du passé, qui sentiraient la naphtaline, avec des élus trop conservateurs et attachés à leur développement micro-territorial? Je crois qu'il faut en faire plutôt un levier de richesse et de développement pour une nouvelle dynamique, pour donner un nouveau souffle au développement territorial. Merci Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de l'Est républicain pour Jean-François Husson, Meurthe-et-Moselle, Nancy thermale fermée jusqu'au 11 mai et la une de Vosges Matin, Vosges de drôles de vacances printanières. Merci beaucoup Alexandre Poplavski d'avoir été avec nous et à très vite. Merci Jean-François Husson, merci d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes dans le Club des Territoires, notre baromètre mensuel Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale sur les intentions de vote aux européennes. On découvrira les résultats et d'abord on accueille notre prochain invité, Philippe Ballard, le porte-parole du Rassemblement national, nous rejoint.